Bonsoir les amis et joyeux Halloween et bienvenue sur la chaîne de Ji-Hoon dans laquelle ce soir je vais vous raconter deux histoires vraies et flippantes dans laquelle je vais vous raconter l'histoire du backpacker killer de Maxi Guys. Dans ce livre nous allons parler d'un tueur en série australien qui s'attaquait à des jeunes en voyage et celui qu'il a écrit, c'est Maxi Guys. Abonnez-vous à lui, c'est un super éditeur. Le deuxième, je n'ai pas le droit de le montrer, mais ça s'appellera Les disparus de Saint-Joseph de Antoine Raka. Je sais que on n'a pas le droit d'en parler, mais moi c'était vraiment un besoin. Je l'ai lu depuis et je crois que je n'ai pas terminé la fin. C'est pour ça que je vais vous la publier. Je vais publier un extrait sur YouTube, pas trop violent. Cette vidéo est considérée pour les plus jeunes et les moins jeunes et pour les adultes aussi. Alors c'est parti. Bienvenue pour Halloween, pour mes deux histoires flippantes. C'est parti. Nous allons commencer par Maxi Guys, comme je vous l'ai dit. 18 avril 1992. Australie au sud-ouest de Sydney, non loin de la Hume Igaway. Je suis officiellement en miettes. La journée m'a tué. À quand l'invention d'une tente qui se monte tout seul. On était si bien hier à l'hôtel. Hein, Johan? Hein, un matelas, un lit, une douche. Ta. On est d'accord, on économise au max jusqu'à Melbourne. Marcher vers du stop et dormir à la belle étoile. Et nos vendanges ici ne nous ont pas rapporté tant que ça. Attrape. Pour l'instant, ça démarre bien. Mais laisse-moi rêver un peu. Tu as raison, trouvons-nous un restaurant avec une carte longue comme le bras. On commence par un petit cocktail, une margarita. On commence par 3 cocktails accompagnés de petites tours, puis on se régale avec le menu le plus cher. Oui, et on prend plusieurs desserts. Tous ceux de la carte. Puis zou, on va diriger à l'hôtel. Lizingis, baignoire, géante service de chambre. Petit déjeuner au lit. Tout ceci aux frais de ton papa banquier, bien sûr. Mauvaise langue. Rabat-joie. Si on arrive à économiser jusqu'à Melbourne, on pourra se faire une nuit à l'hôtel et un resto, la récompense. Mais oui, là je t'aime. Mais attention, un vrai hôtel, pas encore une auberge de jeunesse. Oula. Franchement, oui, ça nous fera pas de mal. Même si j'adore les auberges de jeunesse. Mais voilà aussi, Joanne, sans celle, je n'aurais pas rencontré ma compatriote préférée. Ne dis jamais à une Galloise qu'elle est compatriote d'Anglaise malheureuse. Mes mots ont dépassé ma pensée. Désolé, je voulais dire mon ami. Mais Caroline, t'es trop mignonne. Joanne, ne dis jamais à une Anglaise qu'elle est mignonne. Surtout quand une longue journée de stop attend en sa compagne. Aucune inquiétude. Cette journée va être super comme les autres. Caroline Clark, 21 ans. Joanne Walter, 22 ans. Ces deux prénoms que je viens de vous citer, c'est les deux prénoms des deux premières victimes du backpacker. 19 septembre 1992, 5 mois plus tard. Pause. Tu sors la carte? On est bien là niveau temps, sauf si on est paumé. Bon, on y va tranquillement, histoire de reprendre notre souffle.
Là-bas, regarde, on arrive. Pouah, tu sens cette odeur. Je parie pour un kangourou crevé. Tu prends beaucoup de risques. Bingo! Tu vois les poils dépassés de tas de branches? Ça pue trop, je crois que je vais vomir. Merde. Là, comme je vous l'ai dit, ils viennent de retrouver. Là, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils voyaient. Ils viennent de retrouver les 2 victimes du Backpacker Killer. Janvier 2023. Quoi, 2 ans plus tôt. Hyde Park, Sydney. La police a établi les premières constatations. Le corps trouvé par les 2 jeunes est en état de décomposition avancée. À gauche, en train de parler, c'est Daniel Solberg, détective privé. J'ai fini par accepter son invitation en Australie. Je m'appelle Wendy Wick, je suis journaliste et je préfère un livre sur une affaire sordide qui a secoué le pays. Ma pauvre amie, même après avoir retiré votre veste, vous semblez mourir de chaud. À Paris, on est en hiver. Je me suis mal préparé. Je vais m'acheter des vêtements plus adaptés. À la bonne heure. Mon voyage a duré près de 24 heures. Oula, c'est beaucoup. Arrivé avant hier, je suis encore Robbie. Donc, le lendemain, le second corps est découvert à une trentaine de mètres du premier. Les 2 premières victimes, Caroline Clark et Joan Walter. C'est exact, mais on ne le saura que plus tard grâce aux empreintes dentaires. Oula, ça commence à aller loin. Pour saisir la complicité de cette affaire, il va falloir nous projeter. Imaginez bien que la forêt est immense et la clairière loin de la route. Qu'est-ce que c'est? Chaque corps est caché, mais clairement sous des branches. Autant à dire que le stade, il ne soit pas grand-chose. Là, c'est un peu chaud. Mais bon. Il faut bien se figurer qu'on est en 1992, la police me fait une fusée. Chut, je suis en vidéo. Rigole bien, toi. Il suffit. Ne les écoutez pas, c'est vrai. L'enquête est confiée à l'inspecteur Bob. Désolé, c'était mes camarades, ils sont... Enfin, je coupe parce que mon frère vient de rentrer de son sport, mais bon, je vais pas parler de ma vie privée. Oula. Voilà, l'identification dentaire, Caroline Clark, 21 ans, et Joan Walter, 22 ans, portés disparus depuis le 18 avril. Pour être clair avec vous, je vais vous dire, Joan a été poignardée 15 fois, 4 fois dans la poitrine, poumon transpercé et 2 côtes coupées, une fois dans le cou et 9 fois dans le dos. Sa colonne, je ne vais pas dire tous les détails, mais saviez-vous que Joan, la première victime, a été bien maîtrisée. C'est-à-dire, elle a été vraiment tuée. Ce coup-là l'a vraiment paralysée. Une vraie sens de torture, un sadique. Tandis que Caroline, elle a été également poignardée à plusieurs reprises et elle a reçu 10 balles dans la... Voilà, je vais pas dire le mot, mais bon. 10. Vu l'angle, on pense qu'elle a été visée comme une cible, quoi. Agression sexuelle, ben... difficile à dire à cause de l'état de décomposition, mais elle n'avait plus de sous-vêtements, alors non, et leurs parents étaient renfermés que d'un bouton. Ouais, mais bon, je vais pas vous lire tous les détails, mais on dit... Bon, reprenons les gars. 2 gamines retrouvées. Face contre terre, une d'elles bâillonnée. Autour de la séance du crime, on a retrouvé 6 mégots de cigarettes et une douille de balles calibre 22. Il est resté d'un feu de temps au pire, parfaitement disposé. On n'a pour ainsi dit rien. On sait juste que les tueurs ont pris leur temps.
Les gars, ça serait trop long de vous finir cette histoire. Je vais vous... Désolé, mon camarade, mon frère vient d'entrer du foot, mais comme je vous l'ai dit, je vais pas parler de ma vie privée. Bon, où on en était? Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire du Backpacker Killer, mais elle est géniale. Quand même, abonnez-vous pour likez pour cette histoire-là, elle est vraiment géniale. Alors, qu'est-ce qu'on a comme histoire après? Les gars, la prochaine histoire, les disparus de Saint-Joseph. Je vais juste vous lire le résumé, car l'histoire que je peux lire est trop flippante pour les plus jeunes, les moins jeunes et les adultes. 1984. Dans le petit village de Saint-Joseph, 8 fillettes ont disparu à l'espace de quelques semaines. Malgré un énorme dispositif mis en place par la police, aucune de ces petites filles ne sera jamais retrouvée. 40 ans plus tard, deux amis décident d'aller enquêter sur place et vont découvrir la terrible vérité sur leur disparition. Attention, ce que Antion Raka et Thibaut, son caméraman, tout ce qu'ils ont vu là-bas, c'est terriblement flippant. C'est pour ça que je ne vais pas vous parler de cette histoire, mais d'une histoire que j'ai inventée. Il y a très longtemps, dans le village de Between, en France, mais qui n'existe pas puisque c'est une imagination que j'ai eue pendant mes séjours. En tout, 7 victimes ont été retrouvées dans la forêt de France. On sait juste qu'ils ont été poignardés et on leur a tiré dessus. En tout, pas d'agression sexuelle non plus. Le tueur s'appelait Benjamin Delafelle. Il est né en 1945 dans ce même village. Son père, qui était rentré de la Seconde Guerre mondiale, meurt pendant son adolescence. Il est assez peu connu puisque le paternel n'était pas trop là. Sa mère, elle, avait quelques soucis avec lui. Elle l'a placé dans un orphelinat parce qu'elle n'avait pas de travail à l'époque. Julien a été abandonné trop seul. Quand il arrive à l'université, il sent une maladie en lui. Il souffre d'une schizophrénie et il ne sait pas comment la comprendre. C'est pour ça que le 31 octobre 1984, il décide de passer à l'acte. Il prend un couteau et tue deux personnes. La première, c'est une femme de 44 ans. Le deuxième, c'est un homme de 60 ans. Et après ces deux victimes, il cessera d'en refaire. Caroline Betwin, 23 ans. Julia Debost, 24 ans. Tous ceux qui ont croisé la route de Julien ont fini être tués. C'est qu'en 1989, 3 ans après, que Julien va être arrêté. Il dit avoir fait ça il ne sait pas pourquoi il a fait ça. C'est pour ça qu'il va être interné dans un hôpital psychiatrique pendant plus de 6 ans avant de mourir en 1996 à l'âge de 60 ans. Mais attention, il dit ça qu'il n'avait pas fait ça non par pulsion sexuelle ou par, je cite, par pulsion tueur en série, mais les psychiatres vont analyser comme psychotique, confus, incapable de contrôler, schizophrène, paranoïaque. Toutes ces maladies. Eh ben les gars, quelle histoire, hein. Mais voilà, c'est la réalité. Pour la première histoire, donnez-moi votre avis. Pour la deuxième histoire,
donnez votre avis aussi, laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous sur le clic juste en bas. Et on se retrouve, soit pour Noël, parce que j'ai un truc prévu, ou pour le 31 octobre 1980, le 31 octobre 2026. Et je vous promets que les histoires que je vous préviens, les histoires que je vous prévois sont horribles. Horribles. Au revoir.